caméra est déjà allumée. Salut Gabriel. Salut Gabriel, je suis heureux de vous voir. Je veux commencer par l'introduction de nos panélistes qui sont très importants et que je suis heureux de voir. Aujourd'hui, Gabriel, c'est l'auteur de Harvesting Freedom, The Life of a Migrant Worker in Canada. Si vous n'avez pas déjà, si vous n'avez pas encore cet ouvrage, il faudrait absolument vous procurer une copie. C'est un mémoire qui aborde les questions de silence dans le marché agricole au Canada. Il continue à être une des voies principales du mouvement pour la justice des migrants et il travaille avec des organisations telles que CCA en Ontario. Aujourd'hui, il va nous parler, et il va discuter avec nous. Il va parler de ses expériences en tant que travailleur agricole saisonnière dans le cadre du programme de travailleurs agricoles saisonnières. Il va aussi parler de la façon dont il a procédé pour être un des voies principaux qui aborde ce sujet. Merci, Gabriel. Y a-t-il autre chose que vous voulez ajouter à ma présentation? Non, je pense que la présentation donnée est assez complète et je suis satisfait. Très bien. Avec nous, nous avons aussi Desmond Cole, qui est un journaliste, auteur et activiste basé à Toronto. Il travaille sur la, la lutte contre la violence, particulièrement la violence policière. Ces travaux sont disponibles à travers les balados, à travers les documents imprimés, entre autres. Son livre, The Skidway in a Year of Black Resistance and Power, est un livre qui lui a permis d'être lauréat de Toronto Best Law Award. Il travaille à le Bridge et il enseigne en cours de journalisme à l'Université de Toronto. En 2024, il a été, il a reçu un doctorat honoraire en raison de son travail de lutte contre le racisme contre le noir. Desmond, y a-t-il autre chose que vous voulez ajouter à votre biographie? Non, merci beaucoup. Merci d'être présent. Aujourd'hui, nous aurons une discussion. Vous allez discuter entre vous et je vais participer à la discussion, bien sûr. Tout d'abord, j'aimerais inviter Gabriel. En fait, j'aime bien le poème au début de votre livre et je vous invite à donner une lecture de ce poème où je pourrais aussi lire le poème si vous me le permettez. Oui, je serais très heureux. Est-ce que vous voudriez bien lire ce poème? Oui. Alors, c'est un poème de Gabriel intitulé I Am Many Things. Je suis plusieurs choses au Canada. En Dieu, mon nom allait doigt un nom musulman de Dieu du côté de mes ancêtres et mon père est un nom qui provient aussi de l'Inde, l'ange. Mon prénom, l'ange Gabriel de la religion chrétienne. À travers la colonisation, ils ont fait de moi un ange parce que mon travail est utilisé pour créer le ciel de quelqu'un d'autre, un esclave comme mes ancêtres de ma mère, exploité pour mon travail, loin de mon domicile, à moitié humain. L'on m'a privé de mes droits humains de base en vertu des lois canadiennes. Un animal, un cobaye dans une expérience pour tout ce qui est introduit dans le lieu de travail canadien à court terme, contrat, emploi à court terme. Tout a été essayé sur nous pendant plusieurs années. Ce qu'ils essayent sur les travailleurs migrants, c'est ce qu'ils vont essayer sur vous aussi.
Merci beaucoup de m'avoir permis de partager cela, Gabriel. Voulez-vous me dire ce qui vous a inspiré à rédiger ce poème? Comment avez-vous formulé les mots et comment est-ce que ces mots reflètent votre expérience? Merci, merci beaucoup. Salutations à tous et merci d'investir votre temps aujourd'hui pour être avec nous. Et la météo n'est pas bonne à Toronto et ailleurs. Et merci d'avoir choisi de passer ce temps avec nous. J'apprécie cela. Alors, concernant le poème, dans, euh, vous savez, le Canada m'a tellement accueilli et dans mon pays. Au Canada, le Canada a été très bien envers moi. Et quand j'étais au plus bas de ma vie, je suis revenue au Canada pour avoir une meilleure vie. Même quand j'étais chez moi, dans mon pays natal, le Canada a été généreux envers moi et je suis venue juste pour me rendre compte que mes conditions de vie et mes conditions de travail étaient extrêmement difficiles. Alors, il y avait un écart énorme entre mes attentes et ma réalité. Et ce sont des choses qui m'ont, qui sont à la source de ma déception. Et ces choses m'ont obligé d'avoir une réflexion sur mon expérience au Canada. J'ai découvert des choses telles que, vous savez, quand j'ai été informée de la commission de droits de l'homme, il me demande de prendre des mesures. Il y a 94 choses à faire et c'est beaucoup de choses à faire. L'Amérique a une grosse gueule et le Canada est sur la plateforme mondiale. Est-ce que c'est mieux de vivre avec un diable que vous connaissez ou avec un ange que nous ne connaissons pas? Nous savons que Donald Trump, c'est un diable, mais le Canada, sur la plateforme mondiale, est un ange. Mais il y a des politiques, il y a des lois et des politiques injustes qui mettent à mal nos conditions à vie, de conditions de vie. Et autre chose, c'est les 5D au Canada. Plusieurs Canadiens sont des champions lorsqu'il s'agit de réfuter ces choses. Ils se disent non, ces choses ne sont pas mauvaises. Ils ont tendance à vouloir changer les discussions lorsqu'on aborde ces sujets. Ce sont des choses qui m'ont fait réfléchir. Et autre chose aussi, c'est le Canada a une culture de silence. Comment pouvons-nous changer les choses si nous n'en parlons pas? C'est une culture de silence. Ce sont des choses qui m'ont vraiment incité à rédiger ce poème et même publier cet ouvrage. Et autre chose très puissante. Dans mon pays natal, l'on dit que pas de nouvelles, bonne nouvelle. Non, nous n'entendons rien de mauvais sur le Canada. Lorsque j'arrivais au Canada, je pensais que c'était l'endroit parfait. Tout devait être parfait. Et je me suis rendu compte que le Canada a une silence culturelle et en raison de politiques et de lois injustes, les travailleurs migrants sont obligés de garder le silence. Alors nous interprétons cela et nous disons que pas de nouvelles, bonne nouvelle, mais nous n'entendons rien. C'est à cause de lois, règlements injustes. C'est la première fois qu'un travailleur migrant a rédigé un tel ouvrage depuis 60 ans. Et pour que de vivre cette situation, que de faire l'expérience de cette situation, que de vivre tout cela, il fallait que quelque chose soit fait. Merci, Gabriel. Et je vous pose cette même question, Gabriel. Comment avez-vous réussi à formuler les mots que vous avez formulés et dans le travail que vous avez fait pour aborder la question de l'injustice, surtout l'injustice au Canada? Je sais que vous avez travaillé sur le racisme contre les personnes noires au Canada. Oui, merci Tania. Merci beaucoup pour l'invitation que vous m'avez fait parvenir. Gabriel, merci beaucoup pour votre travail effectué pour briser le silence que vous avez mentionné. J'ai commencé ce travail en tant qu'enfant d'immigrant du Sierra Leone en Afrique de l'Ouest. J'avais
une vie privilégiée au Canada, bien sûr par rapport aux autres. J'ai grandi dans une maison où il y avait assez à manger, où j'étais à mesure des- d'être dans une école secondaire et primaire, une bonne école secondaire primaire. Et je prenais le Canada pour acquis. C'est le seul pays que j'ai connu. Tout, c- tout cela a changé lorsque j'ai décroché l'université. J'étais à Queens, j'ai saisi l'opportunité, mais après 2 ans, j'ai eu l'impression que je ne pouvais pas continuer les études. Je ne savais pas pourquoi j'étais dans cet endroit. J'étais à- j'ai décroché, j'étais à Kingston, je suis allée à Oshawa et je me suis retrouvée à Toronto. Et à partir de cet instant, la vie a vraiment changé. Soudainement, je me suis trouvée dans une ville où je n'avais pas d'emploi, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas un logement permanent, j'ai dormi sur les canapés des amis. Je me suis trouvée dans le système de sans-abri au Toronto en tant que... J'ai compris qu'en tant que une personne ayant l'éducation et la motivation et ayant l'envie de travailler, je me suis rendu compte que c'était difficile, à quel point c'est difficile de gagner sa vie. Alors, c'est à travers un centre sans rendez-vous, que j'ai rencontré les travailleurs sociaux. J'allais dans cet endroit pour prendre du café et lire. Et parce que quand vous êtes dans le système qui accueille les sans-abri, vous n'avez pas le droit d'être présent dans cet abri entre 9 heures et 5 heures du soir. J'allais dans cette centre sans rendez-vous. J'ai fini par avoir un emploi dans cet endroit. J'ai fourni des services pour des jeunes. J'ai soutenu les jeunes qui étaient dans le système judiciaire. J'ai soutenu les jeunes qui venaient pour être conseiller. J'ai donné des conseils aux personnes ayant du VIH ou l'hépatite C. Après 2 ans dans les rues, après avoir vécu et fait l'expérience de ces choses, la vie dépend vraiment, la vie se déroule vraiment de façon aléatoire. Et j'ai voulu lutter. Quand je travaillais dans cette salle, dans ce centre sans rendez-vous, il y avait des jeunes qui voulaient aller dans le centre de traitement pour la lutte contre la dépendance. C'était pas possible parce qu'on fermait ces centres. Et il y a des gens qui voulaient avoir accès à certains services, mais ces gens étaient des personnes sans statut légal. Cela m'a incité à écrire. J'étais toujours intéressée par l'écriture, mais c'est seulement à la fin de la vingtaine que j'ai publié quelque chose. J'étais vraiment préoccupée par euh, l'émission, l'émission l'émission des policiers dans les écoles. J'ai écrit quelque chose dans mon blog et Toronto Star m'a contacté. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient republier mes travaux. Et j'ai dit, mais c'est merveilleux, allez-y. Et ils l'ont fait, ils m'ont payé. Et je me suis dit, mais je veux le faire maintenant. C'était le point tournant pour moi. J'ai commencé ré- à, à- à écrire mes expériences. J'ai travaillé avec le Cassie. J'ai déjà abordé cela auparavant. Pendant 2 ans, j'ai travaillé dans le cadre d'une campagne pour donner les droits de vote aux résidents permanents pour que des non-citoyens vivant ici puissent avoir le droit de voter. J'ai trav- j'ai travaillé sur des questions liées aux immigrants, bien que je sois née ici, parce que mes parents étaient des immigrants et j'ai vu des problèmes auxquels ils étaient confrontés. J'étais très bénie d'avoir l'occasion de travailler avec les groupes comme Okesia et Migrant Workers for Change pour voir le travail effectué par Gabriel et les autres personnes. Ces personnes luttent pour des gens opprimés et marginalisés. C'était un effet boule de neige. Tout a commencé avec un désir personnel de prendre la parole et d'être entendu. Avec la prise de l'ampleur de ma plateforme, j'ai
essayer de communiquer avec une audience plus large, plus grande. Alors, Gabriel, pouvez-vous nous dire, lorsque vous avez commencé avec l'activisme, à la, à la suite des activités, comment est-ce que vous êtes impliqué dans le travail de plaidoyer que vous faites? Vous êtes un Sudine, excusez-moi. Merci d'avoir mentionné cela. Je partage mon écran. Pouvez-vous voir cet écran? Alors, comment est-ce que je me suis retrouvée dans l'activisme? Je vais vous parler de ma condition de vie. Je suis arrivée au Canada pour produire la nourriture. Pour plusieurs années, j'ai été dans vos cuisines, dans vos tables à manger. Mais je dois dire que plusieurs Canadiens sont silencieux, mais ils sont aveugles et ne nous voient pas. Je suis arrivée au Canada et d'où est-ce que je suis venue? Je viens du Sud global. Je suis d'ici, comme vous pouvez voir sur la carte, la Sainte-Lucie, c'est une petite île. C'est une île très, qui est très petite. Chaque Canadien pourrait penser avoir assez de fonds pour acheter cette île. C'est juste un petit point. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon curseur, c'est la Floride ici. Alors, ici, vous verrez l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Alors, nous sommes entre la Floride et l'Amérique du Sud. Il y a plusieurs îles. Il y a des îles françaises, des îles néerlandaises, entre autres. Avant la colonisation, plusieurs îles étaient des pays occupés par des personnes autochtones. Après cela, les colonisateurs sont arrivés et mon pays a été colonisé par la France et l'Angleterre. Et ces îles aux Caraïbes, certaines îles aux Caraïbes ont été colonisées par le Cuba, qui est hispanophone, par l'Angleterre et par la France. Alors, nous avons été colonisés par les pays qui parlent ces langues européennes. Pendant la colonisation, il y a des personnes qui ont été transportés de l'Afrique aux Caraïbes pour travailler comme les esclaves pendant la colonisation. Ils n'ont pas simplement dominé ces îles, ils les ont exploitées. Qu'est-ce que nous voyons après? Après la colonisation, ou pendant cette période, il y avait la lutte pour l'ém- l'émancipation dans les colonies britanniques. C'était à 1838, colonie française. C'était en 1834. Après l'émancipation, l'on a amené les travailleurs de l'Inde. Si vous me coupez à moitié, vous verrez que une partie, la moitié de mon être appartient du côté de ma mère qui a été exploitée comme esclave et l'autre moitié provient de personnes qui sont venues de, de l'Asie comme travailleurs. Alors, au Canada, j'arrive comme un travailleur. Et qu'est-ce qui m'a obligé d'arriver au Canada? Je vous encourage de lire des ouvrages sur les politiques néolibérales. En raison de politiques néolibérales, j'étais obligée d'arriver au Canada en raison de ces politiques. Et Le, le chômage est très élevé dans mon pays et nous dépendons des dons. Alors, il y a un thème que l'on appelle la sécurité flex. Est-ce que c'est mieux d'être dans un pays où c'est difficile de trouver un emploi ou arriver au Canada ou aller au Canada avec des conditions de vie difficiles? Je suis venue au Canada à travers le programme de travailleurs agricoles saisonniers. Ce programme consiste à avoir les travailleurs du Mexique et du
Caraïbes. Nous venons pour un maximum de 8 mois et le 15 septembre, nous sommes obligés de repartir chez nous. Il y a des autres travailleurs qui viennent à travers le volet agricole, des veilleurs, des travailleurs à revenus faibles. Ces travailleurs viennent de partout. Tous les employeurs de tous les employeurs du Canada peuvent avoir des des travailleurs de tous les pays pour un maximum de 2 ans, 24 mois. Peu importe le programme qui vous amène ici, vous êtes lié à un employeur spécifique et vous avez un permis de travail fermé qui est valable seulement pour une période limitée. Alors, dans ce tableau, vous voyez des travailleurs migrants dans toutes les provinces au Canada et en Ontario. Je vais utiliser l'exemple de l'Ontario parce que la plupart des personnes ici sont de l'Ontario. Vous verrez en bleu, bleu ciel 2015 et la couleur plus foncée, ce sont des chiffres de 2024. Vous voyez, c'est beaucoup de travailleurs. J'aimerais vous le partager de telle manière que vous avez, j'ai jamais oublié c'est cela, le DET. Alors, j'ai découvert cet acronyme au Canada. Alors, ça, c'est le rôle du travailleur ou travailleuse migrant. Alors, c'est rejeté, exclu. Alors, on se regarde justement cet acronyme, ça décrit vraiment les- l'état des travailleurs et travailleuses migrants. Alors, les gens ne diraient pas c'est DDT. Alors, on va pas vous nier votre liberté, on va pas vous nier vos droits, on va pas vous attacher à votre employeur. Mais malheureusement, les travailleurs migrants sont attachés à leur employeur. On va regarder aussi, par exemple, le fait que les travailleurs sont déniés leurs droits. Et on est lié le droit de voter, de participer dans la culture et dans la communauté. On est lié le fait de pouvoir participer dans la vie de famille, d'être protégé par des droits de l'emploi. Alors, ça ne s'ouvre pas un être humain. Puis alors, on sait que tous en Ontario, alors des fois, celle-ci, c'est quelque chose. On va voir le congé, le jour de la famille. Alors, malheureusement, on ne sait pas quelque chose à célébrer. Alors, c'est vraiment une question si vous êtes capable de vous battre pour votre droit. Examinons l'Ontario. On peut examiner différents domaines. Alors, le temps supplémentaire, on est exempté. Le salaire minimum, on est aussi exempté. Les heures de travail, vous travaillez, on les exclut. Les périodes de repos, on les exclut. Les périodes hebdomadaires de repos, on est On est complètement exclu. Les congés et les congés avec paye, la négo collective, on est tout complètement exclu de cela. Comme vous pouvez voir, à cause de cela, on fait face à des conditions difficiles. J'ai dû me défendre et me prononcer à ce sujet. Merci beaucoup, Gabriel, pour ce contexte. Desmond, cette question est pour vous. Alors, dans ce projet, justement, à la participation et l'engagement civique. Vous êtes impliqué de cette manière à travers vos différentes initiatives, mais vous avez parlé du risque de s'impliquer auprès dans de l'engagement civique ou communautaire ou l'engagement civique. Alors, quels sont les risques auxquels vous avez fait face? Les gens ont été punis parce qu'ils ont été pénalisés, ils ont été détenus, ils ont été ont été punis. Alors, je sais que ça touche aussi sur le fait que les travailleurs et travailleuses migrants ont été aussi pénalisés à cause du fait ils se sont prononcés sur ce manquement. Alors, Gabriel, si vous pouvez arrêter votre partage d'écran, alors à moins qu'il y ait d'autres diapos que vous souhaitez partager avec l'auditoire. Merci beaucoup pour cette question, Tana. Pour rebondir sur les propos de Gabriel vis-à-vis le fait de de rendre les gens silencieux, de taire les gens. On a justement un silence culturel.
Et je pense que je pourrais l'élargir justement de fait qu'on fait taire. C'est pas quelque chose qui se produit lorsqu'il y a un accident, c'est quelque chose qui est fait intentionnellement. Alors, lorsque j'étais en train de écrire pour Toronto Star, la première fois que j'ai utilisé le terme la suprématie blanche dans un article que je préparais. Alors, on a essayé justement, mon éditeur a essayé de supprimer ce libellé, puis m'a renvoyé une version de mon document. Puis justement, ce libellé avait été supprimé, aucune explication a été fournie. C'était simplement parce qu'il n'était pas à l'aise avec ce langage. Et puis, je lui ai demandé de le réintroduire. Il y avait une raison pour laquelle je l'avais utilisé. Alors, ça, c'est les différentes manières dont on est en train d'être activement différentes histoires et récits qui peuvent être partagés. On est en train de punir les gens parce que ils disaient de dénoncer certains éléments. J'ai vécu cela en tant que rédacteur au sein de Toronto Star. On m'avait indiqué que je n'ai pas le droit d'être justement militant, journaliste en même temps. Ça, oui, on a fait Clyde McGregor, Catherine Porter. Ça, c'est toutes les journalistes qui avaient été embauchés. Alors, c'était correct en tant que personne blanche de préparer leur rédaction, que c'est vraiment justement, c'est des opinions. C'est pas pour faire justement d'offrir euh, une histoire, mais dès que je faisais justement de la plaidoirie, ou surtout, je faisais contre la police, par exemple, si vous me permettez d'ajouter. Alors, j'étais justement, on m'a dit que j'étais en train de ne pas respecter les règles de de journal et que j'étais disciplinée. On a des étudiants et des étudiantes qui sont disciplinés juste du fait parce qu'ils parlent du pays, des origines et du fait ils veulent présentement, par exemple, que les étudiants et les étudiants palestiniens parlent de leur patrie est en train d'être détruite, que Gaza est justement de toutes les gens qui sont en train d'être tués par le gouvernement israélien. Alors, ces élèves sont disciplinés, c'est simplement parce qu'ils sont en train de soulever ces sujets. On voit seulement dans des lieux de travail si les gens veulent organiser se syndicaliser s'ils ne veulent pas dénoncer certains enjeux liés à la discrimination systématique qui se produit au travail. Ils sont disciplinés aussi. Alors, c'est une réalité. Et qu'est-ce que je pourrais dire à cet égard, c'est que ça va faire partie du processus, ça va faire partie de l'aléa. Alors, il n'y a aucune sécurité, il n'y a aucune sécurité absolue lorsque vous êtes en train de mener ce type de travail, mais il y a le force dans le nombre de personnes, la communauté, et de pouvoir bâtir ces coalitions. C'est beaucoup plus difficile, les gens qui veulent nous taire et nous discipliner lorsqu'on a du soutien, lorsqu'il y a des gens qui sont là derrière nous en train de nous appuyer et des gens qui ont fait la recherche. Voici les faits, voici les choses auxquelles on parle. Alors, par exemple, nos propres politiques d'entreprise, nos propres documents. Pourquoi vous n'êtes pas en train de respecter les normes que vous-même sont en train de défendre? Lorsque j'étais à Toronto sur les parler justement des principes de militants du fait que le Tour avait été fondé par des syndicalistes. Alors, les fondateurs étaient syndicalistes. Alors, on doit assurer l'imputation. On doit exiger cela de la part des gens, puis on doit le faire en tant que groupe, puis en tant qu'équipe. Et puis aussi, c'est important de nouer des liens. Lorsque quelqu'un est discipliné, lorsque quelqu'un est menacé au travail, lorsqu'un enfant est juste suspendu parce qu'il s'est prononcé ou dénoncé quelque chose, lorsque la police arrive à une manifestation puis ils essaient de détenir et arrêter les gens, on doit s'assurer qu'on n'oublie personne, que lorsqu'ils sont ciblés, on est là pour eux de prendre soin d'eux, de leur soutenir et de pouvoir les ramener parce que s'ils veulent continuer à faire ce travail, ils vont pouvoir le faire. On ne peut pas laisser les personnes en arrière. Merci beaucoup. Gabriel, pourriez-vous répondre à cette même question ou ce même point du fait que les gens soient pénalisés et que à travers votre propre vécu, votre propre participation civique. Et aussi toute l'importance de bâtir des communautés, tel que mentionné par Desmond, de pouvoir se protéger. Je sais que vous êtes impliqué dans ce genre de travail aussi avec
avec Justicia et les travailleurs migrants temporaires. Ma voix, votre voix, notre voix, ça, c'est la voix des travailleurs et travailleuses parce qu'au Canada, ils n'ont pas de voix. Quelqu'un est ça, c'est quelque chose qui a été régné dans le droit canadien, qui sont exclus de la protection de liberté. Ils sont attachés à leur employeur, alors ils ont un impact dans tous les domaines de votre vie. L'employeur contrôle l'agence de voyage qui est responsable pour la réservation de vol. Alors, est-ce que vous avez une voix dans tout cela? Est-ce que vous avez vraiment une voix? Imaginez-vous, comme j'ai mentionné, le Canada a une culture de silence et la manière dont le programme est conçu et pour assurer que c'est ce silence. Alors dans mon pays d'origine, on pense que c'est super venir au Canada parce qu'il n'y a pas de problème, mais ils n'ont pas de voix. C'est la raison pour laquelle ma voix est très forte et j'espère que l'auditoire va utiliser leur voix aussi. Les politiciens, vous savez qu'est-ce qu'ils adorent me dire, c'est pas une question au sein de leur circonscription. Personne n'est en train de leur rappeler. C'est pas quelque chose qui sont au courant. Alors, la question qu'on doit se poser est la suivante. Alors, la nourriture qui a été préparée et recueillie par des gens qui ne sont pas traités correctement. Est-ce que vous avez confiance dans ce système où les travailleurs et travailleuses ne sont pas traités équitablement? Alors, est-ce que les gens qui sont en train de fournir votre nourriture ne sont pas traités équitablement? Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cela? C'est important de respecter les travailleurs et travailleuses et que c'est correct d'exploiter l'environnement, les travailleurs et travailleuses. Est-ce que vous êtes correct avec ces notions? C'est la raison pour laquelle on a besoin de travailler ensemble. Le problème, le programme qui m'a amené ici, qui commence avec S. Alors, tous les programmes qui commencent avec T, c'est temporaire. Alors, on est saisonnier. Mais le gouvernement qui, qui est en pouvoir présentement, qu'est-ce qu'ils ont dit sur leur plateforme? C'est un changement réel. Et moi, je croyais à cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cela? Mais la nouvelle réalité frappe et elle est contre la flexibilité, entre autres, et c'est des éléments qu'ils ont essayé avec nous. Alors, nos enjeux sont interliés avec les vôtres, mais on est interliés surtout en matière de nos conditions de travail. Et l'action collective, c'est qu'est-ce qu'on a été capable de changer. Nos enjeux, nos, nos défis ont été inclus justement dans, dans la main-d'œuvre et le travail ordinaire. Comme vous le savez, lorsqu'on est plus urbanisé, on est moins connecté avec la terre. Je crois que la nourriture que nous mangeons, c'est notre médecine, mais si nous ne mangeons pas correctement, la médecine va être notre nourriture. Est-ce que ça vous inquiète pas? Alors, la question est la suivante. Si on devient plus urbanisé, normalement, on on ne paie pas nécessairement attention à la nourriture, mais les gens qui contrôlent la terre contrôlent la nourriture et s'ils sont contrôlent la nourriture, il faut contrôler la veau. Est-ce que cela, ça vous inquiète? Parce que c'est là, au moment-là qu'on a besoin de travailler ensemble pour s'assurer qu'il y a une composante de qualité et de justice au sein de notre société. Les policiers adorent dire que le Canada, c'est le pays le plus divers, multiculturel, etc., etc. Mais en vérité, est-ce qu'on est traité de manière égalitaire? Est-ce que vous allez vous taire? Et toutes les personnes avaient mentionné que le silence aide personne, sauf la personne en pouvoir. Parce que c'est une manière d'accepter que le système est correct lorsqu'on est silencieux. On a besoin de réunir nos voix pour pouvoir créer un système équitable. Parce que j'aimerais voir un système d'aliments canadien qui est durable et sécuritaire.
Moi, j'aime me parler, mais nous, collectivement, on peut travailler ensemble pour pouvoir créer un système qui est équitable, un système qui est beaucoup plus juste. Merci, Gabriel. J'aimerais revenir sur un élément que vous avez dit plus tôt, surtout en matière de tout le programme des travailleurs, travailleuses saisonniers, saisonnières, migrants, du fait que ces travailleurs et travailleuses sont attachés à leur employeur. Ça, c'est une dynamique qui crée ou encourage le silence parce que du fait d'être pénalisé par votre employeur pourrait mener au fait que que vous soyez retourné à votre pays d'origine. Alors, il y a un cas qui est mis en place qui est présenté comme étant quelque chose qui protège les employés, mais ce n'est pas le cas sur le terrain. Desmond, pourriez-vous vous parler de comment on peut confronter les systèmes bureaucratiques ou de pouvoir s'attaquer à la brutalité policière, à l'image de protection, l'image qu'on est ici pour desservir, mais la réalité de criminaliser les individus. Alors peut-être je vais utiliser un exemple pour les travailleurs temporaires dans ce pays. Moi, j'ai appris à propos de cela à travers de leur travail de plaidoirie parce que justement la police était à la recherche d'un suspect dans une matière d'agression sexuelle en Ontario, puis ils avaient une description de telle personne. Et ils ont décidé de faire, c'est de visiter des lieux où se trouvaient des travailleurs et travailleuses migrants. Ils ont exigé des échantillons de ADN de ces travailleurs et travailleuses. Puis ils ont recueilli tous ces échantillons de principalement des hommes noirs, une douzaine au plus. Alors, lorsqu'ils ont des allégations, alors c'est vraiment une interprétation assez restreinte de votre suspect, mais il y avait des hommes qui avaient cette hauteur qui est en train d'être assujetti à un profilage policial. Il y en avait qui étaient beaucoup plus grands. Puis la police est en train d'exiger que tous ces hommes offrent des échantillons de ADN. Alors imaginez-vous, vous êtes ici temporairement, comme on l'a mentionné par Gabriel, vous êtes ici dans une situation précaire, vous êtes attaché à votre employeur. Vous avez peur de signaler tout type d'agression ou d'abus dans ce domaine parce que cela pourrait dire que vous perdez votre subsistance et qui vous renvoie à votre pays d'origine. Comment est-ce que vous avez géré ce type de demande de la police? Alors, vous avez besoin de donner justement vos renseignements biologiques. Qu'est-ce qui se passe là, si vous dites non? Même si justement, en vertu des lois de ce pays, vous avez le droit de dire non. Mais si vous exercez ce droit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est à cause que de la résistance de ces plusieurs travailleurs et travailleuses. Alors, il y a une requête qui a été déposée auprès du tribunal de droit à la personne. Ça a pris plus une décennie. Mais la police a essayé de, de garder les éléments de preuve de ADN qui a été recueillis de par les personnes, même s'ils avaient perdu la cause. Ils n'avaient pas de gain de cause. C'est décevant. Tu sais, on parle de la brutalité de police et des fois, je me dis, je pense justement qu'est-ce que Christine Sharp a indiqué. Alors, on n'a pas besoin de dire la violence policière ou la brutalité policière. C'est quelque chose qui est implicite. C'est vraiment une situation de force et de contrôle coercitif. Et c'est assez effrayant. Ils pensent que les gens viennent ici sans sachant justement qu'on a tous ces historiques de l'application de la loi sur les Autochtones ou la loi. C'est pas quelque chose de nouveau, alors c'est pas quelque chose qui vient des Américains qu'on a décidé de copier. À titre d'exemple, alors, la police montée des territoires de Nord-Ouest était créée pour pouvoir pour contrôler le déplacement des Autochtones dans le territoire que le Canada voulait être occupé. Alors ça, c'était vraiment la mission de la GRC. Alors, ils ont créé un système de passe. Alors, ils ont forcé les personnes autochtones vraiment dans des terrains, des parcelles de terrain. C'était pas le terrain traditionnel par la suite. Ils leur ont dit, vous avez besoin de rester là, puis si vous essayez d'abandonner,
cette parcelle, vous avez besoin de préparer cela à la police ou à la GRC. Et si on vous retrouve dans ces territoires sans ces passes, vous allez dans un pétrin, vous allez être arrêté, vous allez faire face à des chefs d'accusation. Des fois, ils savent justement qu'on célébrait quelque chose où on fait hommage à la journée pour éliminer la violence. C'est le 21 mars, alors il y a Sharpeville, Afrique du Sud. Il y a des douzaines de personnes noires ont été tuées parce que ils se manifestaient contre un système fondé sur des passes parce que les gens noirs devaient présenter des passes pour pouvoir se déplacer librement dans le pays. Imaginez-vous, ils ont obtenu ce système, ça venait du Canada. Alors, cette idée, justement, qu'on s'est tourné sur les Américains, puis on a copié leur politique raciste, et on dit c'est le Trump. Tout le monde pense que papa, c'est justement le fou aux cheveux orange. Alors, même s'ils sont en train de vraiment inspirer la haine, le racisme qui existe au sein de ce pays, comme si c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. On a un historique de 200 ans d'esclavage au sein de ce pays. Ça fait partie de notre histoire. Alors, comprendre justement les origines derrière l'application de la loi, ça va comprendre les systèmes. En comprenant justement que la police est après les personnes noires, lorsque les gens sont venus ici au Canada, à Birchtown, au Nouvelle-Écosse, puis il y avait justement, il y avait des gens qui ont mis au feu leur ville, etc. J'aimerais vous dire qu'il y a des histoires. Alors, c'est avec Nico Frolics. Alors, pour plusieurs années sur Twitter, ça a été ma nomenclature. Alors, ça découle d'une loi de l'année 1780 de la Nouvelle-Écosse. Une loi qui interdisait qu'est-ce qu'ils appelaient justement Negro Frolics. Alors, des personnes noires qui se rassemblaient pour boire, pour jouer. Oui, vraiment, ils ne pouvaient pas avoir des rassemblements de personnes noires dans ces espaces. Alors, aucun justement type de rassemblement noir, Negro Frolicking. Ça, c'est Ça, c'est 1780. Alors, qui va être responsable pour assurer l'application de la loi? C'est les autorités et les polices pour assurer que les gens ne sont pas en train de faire cela. Puis si ils vous attrapent en train de faire cela, vous allez être fouetté, détenu, arrêté, puis c'est en tant que personnel, même exécuté, une personne noire. Alors, lorsque les gens, la police m'a suivi dans la rue, c'est pas parce que Trump est le président. C'est quelque chose d'historique. Ça fait une centaine d'années qu'ils agissent de cette manière. Et les personnes noires sont en train de lutter contre cela, contre ces types de comportements. Je crois que le lien que vous avez mentionné les deux, c'est le mouvement ou du fait de surveiller, de gérer le déplacement de personnes et du fait que je suis au caissier du secteur de l'établissement. Je suis consciente du temps. J'aimerais entendre de votre part, surtout vis-à-vis le point suivant. Alors, comment on peut soutenir les défendeurs, défendresses qui est en train de te faire du travail sur le terrain, qui est à maintes reprises criminalisé ou dangereux? Alors, c'est par exemple, on se protège derrière justement sur le financement parce que on, euh, on dépend sur le gouvernement pour offrir des services parce que normalement, c'est des services qui sont utilisés par les individus qui s'y trouvent sur le terrain en train de faire ce travail de plaidoirie. Alors, comment on peut gérer ces dynamiques et ces relations? Je vais commencer avec vous, Gabriel, et par la suite, je vais me tourner à vous, Desmond, si vous en... Ça, c'est une question super puissante. Est-ce que je peux retourner chez moi l'étudier ou est-ce que je peux demander à ChatGTP? Bon, non. Alors, sérieusement, nous croyons, ça, c'est notre philosophie. Alors, qui contrôle le financement, contrôle votre programme. Et au Canada, ça, c'est fort puissant. Alors, les gens qui ont l'influence, le pouvoir, c'est eux qui sont en train de financer tous les projets et c'est eux qui sont en train de contrôler le programme. Alors, comment travailler avec ces individus dans ce système? Il n'y a pas de réponse claire, mais
C'est vraiment une question, c'est quel est votre positionnement? Alors, c'est vraiment une question de sensibilisation. Et on vit dans l'ère d'informations. Il y a tellement, ou même peut-être trop d'informations, mais il y a beaucoup de désinformation. Pourquoi on est en train d'offrir cette session aujourd'hui? Parce qu'on est en train de recevoir ou d'entendre les renseignements directement de la source. Alors, du fait que vous êtes en train de recueillir l'information de la part d'une source, directement de la source, c'est super important parce que les médias, ils font ça, et c'est des versions beaucoup plus douces. Alors, c'est la raison pour laquelle la sensibilisation est très importante au niveau individu. Alors, vous pouvez éduquer votre famille. Il y a plusieurs documentaires et livres que vous pouvez utiliser avec votre famille. Alors, vous pouvez aussi éduquer les gens avec qui vous êtes en train de travailler. Et aussi, même dans cela, vous pouvez. Alors, il faut éduquer les travailleurs. Alors, niveau personnel, je fais cela, j'ai éduqué les travailleurs. Alors, ça, c'est les choses qu'on peut faire pour pouvoir assurer que le mouvement continue de l'avance. Il faut inspirer les gens. Alors, on peut faire cela à niveau individuel, puis par la suite, à niveau organisationnel, vous pouvez soulever cet enjeu. Vous pouvez faire ceci, cela. Alors, vous pouvez répéter les mêmes messages sans cesse. S'ils ne vous écoutent pas, vous pouvez enregistrer ça ou vous pouvez vous répéter sans cesse. Alors, comme ça, c'est quelque chose de fort important que vous êtes capable de devenir une voix. Pour être honnête avec vous, en tant que travailleur migrant, en tant que personne noire, tout le faire, on fait face à tous les différents défis et comment on peut lutter contre cela parce que vous pouvez faire ceci, mais si vous le faites de manière répétitive, vous allez être capable de bâtir un mouvement. Et comment on peut changer les choses? Et de parler les choses, on va pouvoir, euh, on va pouvoir faire progresser notre programme et de faire avancer nos différents enjeux. Merci, Gabriel. C'est une question d'avoir le courage, le courage. Il faut pousser les limites. Il faut pousser les limites de ce qui est permis en vertu de les règles, les obligations de financement et tous les éléments comme ça. Toute la manière de plaidoirie. Alors, c'est vraiment de pousser la limite. Et des fois, quelque chose que j'ai vu, que j'ai appris de la part des personnes noires dans ce pays, est-ce que cette ligne est encore plus loin de ce qu'on en pense? Ou qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a plusieurs établissements qui est en type de culture. Alors, il vous indique qu'il faut faire preuve de prudence lorsque vous vous prononcez, lorsque vous faites quelque chose. Puis ça restreint vraiment l'étendue de ce qu'ils sont prêts à explorer, même avant où vous êtes capable de commencer. Je ne vais jamais oublier que lorsque le gouvernement Harper est en train d'enlever justement le programme de santé par intermédiaire des nouveaux arrivants qui n'étaient pas admissibles pour le service de santé au Canada, puis ils dépendaient sur ce programme pour pouvoir accéder justement à des types de santé ou des services de santé, puis le gouverneur Harper essayait d'enlever cela. Alors, Ha- Robert, Madame Harper est en train de travailler dans ce secteur. On s'est réunis sur l'avenue Saint-Clair devant un bureau d'immigration, puis elle a offert ce discours. Elle a nommé le ministère à l'époque, Jason Kennedy, qui était responsable pour ce programme. Elle a nommé elle a nommé, puis par la suite, elle a parlé des conséquences de si ce programme allait été supprimé. Moi, j'ai pensé, elle va perdre son boulot. Vous pouvez pas vous dire ça. Mais non seulement elle n'a pas perdu son emploi, elle a continué à être une défendresse respectée et efficace. Et les agences de nouvelles ils veulent pas toujours être présents, mais peut-être on va vouloir voir un ça, puis peut-être vont vous demander qu'est-ce qui se passe. Alors, d'être vraiment intentionnel dans la plaidoirie, c'est super important. Mais j'aime ce que Ray Gabriel a dit. C'est important de pouvoir impliquer les gens qui sont en train de faire le travail sur le terrain, de leur rémunérer pour cela et par la suite de pouvoir adresser vos membres directement. Ça, c'est correct. Ça, c'est quelque chose d'important qui doit être fait.
Alors, c'est vraiment une question de faire preuve de créativité. On comprend que les gens ont des obligations. Moi, j'ai des éthiques, mais telles que mentionnées, les gens dans ma profession, ils vont créer des restrictions fausses. Ils vont même pas aller au-delà de ce qui est permis ou pas permis parce que je veux rester justement dans ma bulle protégée. Je veux pas attirer l'attention. Ça, c'est vraiment une question de vos responsabilités. Et ça peut être néfaste aux gens qui, en effet, sont en train de se battre ici. C'est qu'est-ce que je dirais, justement, il faut faire preuve de créativité et de pouvoir savoir qu'est cette ligne et de vraiment de pousser cette ligne parce qu'à la fin de la journée, si vous êtes capable en tant qu'organisation de garder votre financement, mais tous les gens dans ce secteur qui, en effet, qui ont été impactés par ce quotidien ne peuvent pas vivre, c'est quoi le but de votre plaidoirie, de qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Moi, je suis prêt plusieurs temps dans le travail que je suis en train de faire, d'être discipliné et même de me perdre mon emploi. Moi, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, j'ai pas les mêmes responsabilités. C'est la raison pour laquelle je peux foncer davantage. Parce que je comprends ce que ça veut dire de prendre soin de ses enfants et de payer donc une hypothèque, mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes responsabilités. Mais en collectif, ça peut pas être la même excuse. Donc, si vous pouvez vivre une bonne vie parce que les gens pour lesquels vous faites un peu plaidoyer n'ont pas la même vie, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait ici. Le courage est essentiel et de marcher jusqu'à la ligne et d'appuyer le plus fort possible sur cette ligne, c'est ça qu'il faut faire. Merci infiniment pour ça. C'est une façon remplie de pouvoir, justement, de terminer cette conversation, mais je voulais vous peut-être donner l'opportunité de faire un commentaire final ou s'il y a une question peut-être de notre public. Je vois un commentaire en fait dans le clavardage qui fait référence à comment spécifiquement parlant on peut pousser justement les sentiments en ligne antiracisme, surtout quand les gens en ligne l'encouragent dans l'autre côté. Comme c'est noté, ça requiert de la créativité et du travail constant. Et Gabriel, j'ai remarqué que vous avez mis une diapositive à l'écran. Est-ce que vous voudriez peut-être parler à propos de votre diapositive? Oui, merci pour ces questions. Et je ne sais pas pourquoi le temps passe si vite. J'aimerais ça que le temps ralentisse à ce moment-ci quand on fait ces rencontres-là. Donc, à l'écran, je vous montre ici, des codes QR, ce sont des choses que vous pouvez faire. Donc, si vous voulez vraiment créer une meilleure société, il y a des choses que vous pouvez faire. Donc, Amnesty International ont des pétitions. Donc, au lieu d'avoir du travail, vous devriez avoir un permis de travail ouvert plutôt que d'être lié à un employeur. C'est rien de nouveau qu'on demande au Canada encore de faire. Nous avons également une lettre d'information où on partage ce qui se passe dans le monde des travailleurs migrants au niveau de la justice et on fait des processus de consultation également. Ça, c'est des nouvelles super excitantes pour moi. On lutte avec le gouvernement et on demande ce que ce soit illégal, en fait. Les peuples autochtones ont poussé justement ils ont été poussés dans une partie de territoire qu'ils ne peuvent plus quitter. Donc, si vous voulez y aller, vous devez avoir une passe. Donc, c'est comme si vous venez à la maison et je vous dis, ma maison est votre maison. Mais si j'ai pas le droit d'aller à l'extérieur, ça ne veut pas dire que je suis libre. Et le Canada dit qu'on est libre. Donc, où est la liberté ici? Donc, on est une culture de liberté. Donc, on est un pays célébré, mais encore une fois, il y a des gens qui se font enlever cette liberté. Donc, d'amener le Canada en cours pour justement ne pas avoir cette liberté, mais la Cour ne va pas dire au gouvernement de mettre en place quelque chose de mieux. Donc, pour rendre les choses mieux, les améliorer, on fait un processus de consultation et on essaie d'avoir, de, de pousser les gouvernements et les ministres à mettre des nouvelles lois et des meilleures lois en place. Mais donc, on a un processus de consultation pour améliorer justement ces projets de loi et vous êtes invités à y prendre part
Et je peux partager mon numéro de téléphone, mais encore une fois, le code QR va vous amener à l'infolettre qui va vous garder connecté. Mais il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en bout de ligne. Vous savez quoi? Votre main. Il y a du pouvoir dans vos mains. Il y a du pouvoir dans votre main. Est-ce que vous êtes conscient du pouvoir que vous avez? Vous avez remarqué, j'ai une grande gueule un peu. Donc, c'est pas tout le monde qui a une grande gueule comme moi ou qui parle beaucoup comme moi, mais ça, cet homme utilise ses compétences en tant que d'un journaliste. Donc, vous avez des compétences, vous avez un talent. Donc, c'est ça la question. Quel est votre talent? Quelle est votre compétence à ce moment-là que vous pouvez utiliser pour créer un meilleur monde? Donc, l'Afrique du Canada, c'est pas juste un pays. Canada, c'est une norme. Les gens regardent le Canada comme une norme à atteindre. Donc, l'Afrique du Sud, regardez ce que le Canada fait. Le monde regarde le Canada. Donc, votre silence, et c'est de quel côté? Est-ce que ça aide les gens qui sont tourmentés ou non? Donc, utilisez votre pouvoir justement pour créer une meilleure société. Et c'est ça, c'est le résumé de tout ça, en fait. Merci. Merci infiniment. Et je vais maintenant terminer en lisant le commentaire de Catherine dans le clavardage. Ça a été super inspirant de garder, de continuer à pousser, aller de l'avant. Merci justement de nous aider à connecter au moment présent et de faire le lien entre le passé et le présent et de nous aider comment ces leçons ont été appliquées. C'est une bonne façon justement. Je suis désolée, Jasmine, je vous ai enlevé votre sourdine. Est-ce que vous vouliez rajouter une remarque finale? Oui, merci. Et merci infiniment à Gabrielle. Ça a été un super plaisir de partager le panel avec vous aujourd'hui. J'ai partagé le lien à votre livre en ligne et j'encourage tout le monde à en obtenir une copie. Donc, c'est Harvesting for Freedom. C'est soutenir le travail de Gabrielle. Le dernier point que j'aimerais soulever ici, est-ce qu'on peut enlever le partage d'écran, Gabrielle, s'il vous plaît? Juste parce que je veux vous voir. J'ai suivi et essayé d'être impliquée euh, pour le statut pour tous. C'est un projet de réglementation dans ce pays. J'ai vu le travail incroyable que les organismes font à travers le Canada. Ce n'est pas seulement dans le domaine de statut pour tous, mais dans des luttes pour la justice et la libération. Les gens ont peur parce qu'ils ont toujours la peur du changement gouvernemental dans le futur et aussi que le gouvernement futur ne soit pas sympathique à nos causes et aux choses pour lesquelles on lutte. Et ce que je veux dire, on a regardé juste les promesses de Justin Trudeau en 2021, qu'il était justement un programme de réglementation. Et on vit dans un moment où c'est de plus en plus tendance de blâmer les immigrants pour tous les problèmes de ce pays, que ce soit les problèmes de logement qui existent dans ce pays depuis des décennies, des problèmes d'emploi quand les gens comme Gabriel font le travail le plus difficile dans ce pays. On a juste décidé de les utiliser un peu comme personnes qui portent le blâme. On n'a même pas besoin de ces exemples. On en a tellement dont on a parlé aujourd'hui. La raison pour laquelle on n'a pas, je pense, fait suffisamment de travail, c'est que nos mouvements ne sont pas suffisamment larges et ne sont pas suffisamment bruyants. Donc, peu importe qui est à la tête du gouvernement, de continuer à construire notre mouvement parce qu'au point où on a, on est, on a la permission et qu'on est assez bruyant, ça va pas, peu importe qui va être à la tête du gouvernement parce qu'ils vont avoir peur. Et la volonté du pouvoir populaire, le plaidoyer populaire, on change les narratifs quand on est fort et rempli de pouvoir. Le mouvement Black Lives Matter n'a pas atteint tous les objectifs qu'il aurait dû. euh, quand ils étaient à la hauteur de leur mouvement, mais ça a changé la conscientisation du travail de la police. Et ces choses ne peuvent plus être défaites maintenant. Ça a changé le discours là-dessus. Quand on amène justement le statu quo sur la lutte, ça change la façon de ces personnes-là puissent justement parler avec leurs voisins et ça change leur façon d'être, ça change la façon de travailler, d'être capable de dire, de lutter contre les choses auxquelles ils font face. Donc, on ne construit pas non seulement pour les résultats politiques qui arrivent dans le futur, on essaie de construire des mouvements qui peuvent changer
le cours de nos vies dans ce pays. Et ce travail n'arrête pas, peu importe qui est à la tête du pays. Et au moment où on construit ce mouvement, on va justement mettre en place les changements dont on a besoin. Et donc, ça, est-ce que merci, ça c'est vraiment super rempli de pouvoir. La moyenne des gens connaissent un peu les organismes de base, même les enfants. C'est de l'éducation sélecte. Donc, mais les changements qui se mettent en place, personne n'en a conscience. Et une autre chose dont je veux parler au niveau de l'éducation, c'est quelque chose de Desmond. Est-ce que je le connais personnellement? Non, mais il y a une différence entre savoir quelque chose à propos de quelque chose et de connaître vraiment le sujet. Il y a vraiment une différence de connaître quelque chose sur le sujet ou connaître le sujet. Quand vous connaissez le sujet, c'est différent. Et moi, je connais quelques petits points sur Desmond, mais euh, mon éducation a changé quand j'ai vraiment appris le sujet. Pourquoi je vous dis ça? Donc, en fait, l'histoire de qui, le narratif de qui on entend? Donc, c'est quand le lion va apprendre à écrire, chaque histoire glorifie toujours le prédateur. Et ça, c'est le système canadien, toujours est donc passé dans l'histoire des Blancs. Donc, il faut vraiment connaître les vraies sources. Donc, c'est votre position qui va changer quand vous connaissez vraiment l'histoire de la source sûre. Donc, il y a toujours, encore une fois, le pouvoir dans vos mains, le pouvoir dans les mains. Connaissez vos compétences et du moment où vous allez utiliser vos compétences, le meilleur, un Canada meilleur est possible. Donc, ce sont des choses faites par les humains et ça peut être changé. Merci. Merci infiniment à vous deux. Ça a été très euh, euh, révélateur. Ça a révélé beaucoup de passion et d'inspiration. Merci infiniment de vous être joints à nous. Et comme j'ai noté à travers la journée, ces sessions sont enregistrées, vont être mis en ligne pour que vous puissiez les re-regarder ou les regarder en ligne. Si vous pouvez m'envoyer vos diapositives pour que je puisse les envoyer à tous ceux qui se sont inscrits à cette session. Donc, Desmond, si vous avez aussi du matériel que vous voulez partager également et également la promotion de vos livres et de vos publications également. Donc, merci. Donc, l'éducation, c'est un processus continu. Je suis tellement heureux d'avoir investi notre temps aujourd'hui. Donc, je suis donc pleine de gratitude pour ce moment. Merci beaucoup. Donc, je vais maintenant amener les gens qui sont dans l'atelier, je vais les ramener dans la pièce principale et ça va prendre peut-être une petite pause de 5 minutes pour se réorganiser pour la prochaine session. Merci infiniment à vous tous. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. La solidarité, toujours.